Okay. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, le thème de mon intervention se situe autour de la prédiction d'un accident nucléaire que l'on peut reprendre autrement, à savoir en étudiant ce qu'on appelle les événements précurseurs. Une notion qui n'est pas encore très bien connue, et d'où l'intérêt de pouvoir la diffuser plus largement. Donc cette présentation, elle vise à décrire le risque d'un accident nucléaire à partir des statistiques, des incidents qui traduisent ces événements précurseurs, et ensuite faire une description en appui sur les travaux de Sylvia Cotting et de Bernard Laponche, qui ont vraiment beaucoup travaillé sur la question. Le plan de cette présentation, on peut dire que la France n'est bien sûr malheureusement pas à l'abri d'un accident nucléaire. Déjà en temps ordinaire, les installations nucléaires de base, et notamment dans le Cotentin où elles sont quand même nombreuses, génèrent beaucoup de déchets radioactifs évidemment, rejettent des gaz, rejettent des liquides, rejettent des produits chimiques. Donc déjà en soi c'est un danger potentiel pour l'environnement et pour nous tous au niveau de notre santé. Et à cela s'ajoute le risque potentiel d'un accident qui n'est, Dieu merci, pas encore arrivé à ce stade dans son importance, mais on peut quand même évaluer beaucoup de petits incidents qui, ajoutés les uns aux autres, annoncent justement ces événements précurseurs, que ce soit dans le Cotentin ou que ce soit, bien entendu, sur les autres centrales. Avant d'aller plus à fond dans cette étude, j'indique quelques points de repère pour notre bonne compréhension à tous, à savoir l'échelle INES et la notion de défense en profondeur, rendre lisibles ces incidents survenus et en approcher les causes, parler de la liste de Cotting, ou donc la liste des événements précurseurs dans les centrales nucléaires françaises. Ensuite, faire l'analyse avec Bernard Laponche, qui est depuis 2014, qu'est-ce qu'il en est des accidents précurseurs pour lesquels notre plus grande attention est plus que nécessaire. Alors, ces points de repère, ce sont des acteurs importants, puisque au niveau de la sûreté nucléaire, c'est l'ASN et l'IRSN. L'ASN, c'est l'Agence de sûreté nucléaire, qui donc contrôle, au nom de l'État, contrôle la conformité des installations et par rapport à la réglementation. L'IRSN, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de la protection des populations en lien avec le risque radiologique et nucléaire. On traitera aussi de la gravité d'un événement, de sa fréquence et de son incidence à travers l'échelle INES. Et on abordera aussi également la défense en profondeur d'un réacteur nucléaire. Alors cette échelle INES donc, que je mentionnais tout à l'heure, c'est une échelle qui donc, est graduée de 0 à 7, allant de l'écart jusqu'à l'accident majeur. En passant par l'incident grave et l'accident très grave et l'accident majeur. Un autre point de repère, c'est la défense en profondeur d'un réacteur nucléaire avec ses 3 barrières de sûreté, pas de sécurité. La première, sur le schéma, vous voyez les différentes barrières. Celle du combustible tout d'abord, qui est dans son enceinte. La deuxième barrière avec le circuit primaire qui est lui-même fermé, et la troisième barrière, l'enceinte de confinement. Et quand ces 3 barrières-là sautent, si on peut le dire comme ça, le risque majeur est réellement présent. Vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que le combustible
qui est dans le générateur produit de la chaleur par la fission du combustible, chaleur qui réchauffe l'eau, qui est transformée en vapeur, et cette vapeur donc alimente des turbines fabriquant l'électricité. Pour ce qui est de la défense en profondeur, donc l'échelle INES, vous y voyez bien. Donc c'est une échelle qui a été instituée en 1990, aux environs de cette date-là, pour être appliquée en France en 92-93. C'est une échelle donc qui renseigne sur la gravité des accidents et juste 2 minutes d'arrêt. Attends, il faut régler ça. c'est pas si simple. Je vais bientôt plus y voir. On essaye? C'est reparti? Éloigné de micro-cravate. Je vais me mettre sur ma manche. Je me permets. Oui, oui. C'est OK? Donc je reprends autour des repères avec la défense en profondeur. Donc l'échelle INES nous renseigne à ce niveau-là en partant donc de l'écart, c'est-à-dire le niveau 0, jusqu'au niveau 7. Et la défense en profondeur, qui est donc la résultante de toutes les barrières qui ne sont plus, fait qu'on arrive à ce moment-là à une contamination grave avec une diffusion de produits radioactifs dans l'atmosphère en dehors du site nucléaire, avec donc une exposition des populations, de l'environnement, des travailleurs, du bétail, enfin tout ce que l'on sait déjà. Et excusez-moi, j'ai du mal. Alors il y a toute l'échelle de graduation entre donc l'écart zéro et puis les incidents mineurs, les incidents un peu plus graves, qui vont donc de l'incident qui reste cloisonné au niveau de l'installation nucléaire de base, jusqu'à donc son expansion au-delà de la centrale. Ok. Donc, pour en revenir à la presqu'île du Cotentin où nous sommes tous actuellement, l'accident n'est pas impossible, d'autant que nous avons 3 installations nucléaires actives, avec Flamanville, avec La Hague, avec l'Andra et l'arsenal de Cherbourg. Donc, s'il devait y avoir un accident, quelles seraient les mesures préventives qui seraient à prendre? Ce serait de l'ordre de la décision du préfet en fonction du niveau de gravité de l'accident, qui donc le déclencherait ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention. Donc avec ce qui en résulte, à savoir la détermination d'une zone d'exclusion, déplacement des populations, pastilles d'iode, dont vous avez bien sûr aussi entendu parler pour la protection par rapport à la thyroïde. Et ce genre...
Donc, je vous disais tout à l'heure que les incidents et accidents sont classés par l'INES, donc selon 8 niveaux, et que des accidents et des incidents, il y en a eu de nombreux, qui laissent à penser que la France n'est pas du tout à l'abri, bien au contraire, puisqu'ils ont déjà malheureusement été... Ils se sont déjà produits, comme par exemple des accidents qui ont été classés au niveau 4 en 69 et en mars 81. Dans les deux cas, les combustibles ont fusionné dans un réacteur de la centrale à Saint-Laurent-des-Eaux, donc dans le Loir-et-Cher. Des incidents classés au niveau 2 et 3 en 80, tout près d'ici à La Hague, avec l'incendie du silo 130, où 300 travailleurs ont été contaminés. À Gravelines, en 89, on a trouvé une présence anormale d'une vis dans un système de protection. Et en 2020, une mauvaise maîtrise qui entraîne l'arrêt d'un réacteur nucléaire. D'autres incidents dans d'autres centrales ont pu être évités de justesse, comme par exemple en mai 98 à la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne, pour la perte du réfrigérant suite à la rupture d'une canalisation. En 99 à la centrale de Blayais, le département de la Gironde, le réacteur est arrêté en urgence suite à une inondation. Les digues n'ont pas résisté à la force des vents. Et en 2003, en pleine canicule estivale, Fessenheim, en Alsace, la centrale est placée en arrêt d'urgence parce qu'elle a pris un coup de chaud. Donc tous ces incidents graves laissent à penser que d'une part, on n'est pas à l'abri en France, mais qu'ils peuvent préfigurer aussi des accidents beaucoup plus graves dont on a pu quand même prendre connaissance à travers une étude qui n'est pas très connue en France et qui a été portée à la connaissance du public français par Madame Kötting. Madame Kötting, qui est une députée allemande responsable des Verts en Allemagne, et qui, au vu de ce qu'elle a pu connaître et travailler en Allemagne, s'est intéressée à la France en demandant à l'ASN de lui fournir ce qui justement est appelé les événements précurseurs qui peuvent annoncer des accidents beaucoup plus graves. Et à partir de là, elle a pu établir une liste pour la période de 2003 à 2014. Alors, qu'est-ce que sont que des événements précurseurs? Ce sont ceux donc qui conduisent à un accroissement du risque de fusion du cœur par rapport à la probabilité de fusion de ce cœur. Et donc, Madame Kötting en a repéré 158, dont 15 à 20 sur un nombre important de réacteurs. Alors, les chiffres diffèrent selon comment on calcule ces incidents, à savoir que si par exemple vous trouvez une vis dans une tuyauterie d'un réacteur, vous pouvez considérer que c'est un seul incident. Alors que si ce même problème se retrouve sur les autres réacteurs, par exemple les 58, vous pouvez considérer que c'est 58 incidents ou accidents qui se produisent. Donc voilà, le mode de calcul diffère selon la façon dont vous prenez en compte ces incidents. Et alors, quand on utilise cette liste Kötting plus à fond, on se rend compte que 4 réacteurs sont particulièrement touchés en France, à Cruas, à Fessenheim, même si maintenant le réacteur est fermé, les réacteurs sont fermés, Gravelines et Tricastin. Cette étude, donc, elle a été diligentée de 2003 à 2014. Et qu'est-ce qu'il en est depuis?
difficile d'en avoir une idée très précise à partir du moment où l'ASN ne communique pas vraiment sur ce type d'incident, estimant que, en fait, cette échelle INES, de toute façon, c'est une échelle qui vise simplement à informer le public d'une certaine gravité d'accident, simplement pour faire une sorte d'information, mais certainement pas pour en faire l'objet qui permette au public de se faire, comment dire, j'ai du mal à trouver les mots. Pardon ? Non, je ne comprends pas, c'est pas grave. C'est simplement un titre informatif, voilà. Elle ne considère pas que le public a lieu de connaître l'ensemble des incidents, surtout quand ils peuvent revêtir un certain caractère de gravité. Alors EDF, cette liste qui a été établie par Madame Cotting, elle a été publiée par Mediapart à sa demande, et donc diffusée à partir de là, bien entendu, dans le grand public. Et ça a été difficile pour Madame Cotting parce qu'il a fallu qu'elle s'y reprenne en plusieurs fois auprès de l'ASN pour obtenir tous ces éléments. Et l'ASN n'a rien trouvé de mieux que de renvoyer d'ailleurs le questionnement à EDF. Enfin, il y a eu tout un jeu d'échanges qui ont finalement pu aboutir quand même à ce que cette liste puisse sortir, mais ça n'a pas été sans difficulté. EDF considérant d'ailleurs, interpellé par Mediapart, que ces événements précurseurs ne sont pas des événements dès lors que la fusion du réacteur a été évitée de justesse. Il s'agit cependant d'événements vécus sur le parc d'exploitation dont l'évaluation les situe parmi les plus importants. Donc cette liste des événements aggravant le risque de fusion du cœur est transmise périodiquement par l'électricien à l'autorité de sûreté. Et pourquoi elle n'a pas été rendue publique ? Pour l'ASN, cette liste ne fait pas l'objet d'une diffusion publique systématique. La publication systématique est réservée aux événements significatifs supérieurs ou égaux à 1 sur l'échelle INES. Cette échelle donc a été créée pour simplement faciliter l'information du public. Cette notion d'événement précurseur est plus technique, elle n'est pas conçue comme critère de communication, indique l'ASN. Trop technique, pas assez compréhensible du grand public, la notion d'événement précurseur. Pourtant, en Allemagne, elle a été évoquée lors des discussions publiques qui ont suivi la catastrophe de Fukushima en 2011 et ont conduit Angela Merkel à opter pour l'arrêt immédiat des 8 réacteurs et à la sortie du nucléaire pour 2022. Et pour Madame Cotting, c'est en travaillant sur ces questions de sûreté nucléaire en Allemagne qu'elle a découvert qu'il existait des analyses sur les événements précurseurs. Elle montre que les 2 plus anciens réacteurs nucléaires allemands ont connu un nombre affolant d'événements précurseurs. Pour le dire autrement, cela montre qu'il était très urgent de les arrêter juste après l'accident de Fukushima. Et elle estime que la liste de ces événements accroissant le risque de fusion du cœur dans les réacteurs nucléaires français montre que leur nombre total est préoccupant. La liste montre aussi qu'il existe plus de risques que ceux que le public peut connaître. Ces informations donnent un argument supplémentaire important pour la sortie du nucléaire. Les risques de l'énergie nucléaire ne peuvent pas être maîtrisés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette enquête elle a été menée sur les années 2003-2014 et reprise avec un petit chevauchement par Bernard Laponge, qui est un physicien nucléaire, qui donc a travaillé sur la période de 2010 à 2020, et en resituant que ces 4 sites sont particulièrement concernés, avec Paluel, Tricastin, Gravelines et Civaux.
Donc nous, en tant que CRILAN, évidemment, on s'étonne sur le fait que ce soit l'Allemagne qui ait été amenée à porter à connaissance de la France cette notion d'événement précurseur. Pourquoi ? Chacun jugera. En tout cas, on peut peut-être s'interroger sur cette communication qui manque de transparence à l'égard du public. Serait-on face à une politique du mensonge par omission ? On peut aussi s'interroger sur le nombre et la gravité des événements précurseurs survenus depuis 2014. Et s'il n'y avait pas les études de Bernard Laponche qui ont suivi, on n'aurait aucun élément supplémentaire sur cette question-là. Donc, la lecture assidue des rapports des CLI de la Manche permet d'affirmer que l'ASN demande aux exploitants de remédier aux incidents en accroissement constant, et on peut considérer qu'ils constituent des alertes. On retiendra le gouvernement, c'est autre chose. Alors ces événements précurseurs, de par leur gravité, en fait, donc, comme je vous l'expliquais, c'est tout ce qui compte, c'est l'accumulation, que ce soit des petits ou de plus grands incidents, le fait qu'ils se renouvellent avec une plus grande fréquence et avec une plus grande gravité fait craindre le pire pour nos installations nucléaires. Et Tu peux passer aux incidents locaux de sortir du nucléaire. Voilà. C'était pour compléter ce que fait le réseau sortir du nucléaire par rapport à... C'est une liste en lien avec Flamanville. Tu peux descendre. Voilà. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que Bernard Laponche, dans l'enquête qu'il a réalisée, a travaillé aussi beaucoup autour, des DOS, c'est-à-dire les... Oui, oui. C'est la première intervention. C'est la première intervention. Donc, on va l'applaudir quand même. Voilà, c'est difficile. Il a évalué par rapport au risque sismique, puisqu'il y a eu quand même des tremblements de terre récemment dans la zone du Rhône, et que donc ce risque sismique il est d'autant plus accru que les diesels de secours qui viennent alimenter le refroidissement des réacteurs se trouvent compromis par ces incidents à répétition et par ce risque sismique majoré qui n'a pas été pris en compte forcément avec une acuité réelle au moment de la construction de ces centrales et de leur protection. C'est difficile ce soir. On va passer à la page de conclusion. Voilà la page de conclusion quand même, et puis c'est bon. On reviendra sur ce sujet-là en question-réponse. Hein, comme ça, effectivement, ce sont des exemples d'anomalies. Si tu veux bien, je vais aller à la conclusion. Voilà. C'était des exemples. C'était fait pour faire un effet. Ça, c'est un film aussi qu'on avait prévu. Voyez-vous, on avait prévu grand. Voilà. En conclusion. Ah, par contre, tu peux la faire, la conclusion. Quand même. Vous me voyez désolé. La démarche de Mme Cotting a donc permis de donner à voir que les incidents nucléaires en France sont malheureusement réels et de caractériser les sites les plus dangereux. Ces événements méritent donc évidemment notre plus grande attention, mais il manque la volonté de continuer de la part des autorités, d'où une surveillance citoyenne qui n'en a que plus d'importance.
Oui, un petit rappel en commençant, la différence entre sûreté et sécurité, parce que tout le monde utilise les deux, les journalistes souvent à mauvais escient. Voilà. Donc tout ce qui est sûreté, c'est tout ce qui est intrinsèque à la machine elle-même, ce qui est la centrale elle-même, et les risques de sûreté, c'est tout ce qui peut poser problème en termes de fonctionnement. C'est une vanne qui lâche, c'est un problème de refroidissement, c'est un problème d'agression externe mais naturelle qui pourrait, comme à Blayais, créer le risque d'inondation, Fukushima, etc. C'est des problèmes de sûreté, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème lié au mécanisme de fonctionnement de l'installation. Alors qu'à côté de ça, la sécurité, c'est les actes de malveillance. Donc, du coup, on parle des agressions externes qui sont de nature humaine et qui sont des activités volontaires, des agressions volontaires. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que souvent les deux sont utilisés. Alors je reprécise parce que bizarrement, mais si vous allez dans le train par exemple ou dans un avion, vous verrez c'est exactement l'inverse. Sûreté et sécurité, c'est l'inverse. Vous voyez dans les trains SNCF, c'est marqué sûreté dans leur dos aux policiers qui sont là. Bon, personne ne sait qui a raison à la base. Bon, il semblerait que la question nucléaire a été traitée parce qu'on a commencé avec de l'anglais, donc c'est safety et security, et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cela. Mais simplement, donc, c'est pour ne pas confondre les deux. Dès qu'on parle sécurité, c'est les questions donc liées aux risques naturels, risques industriels qui sont liés à l'installation. Donc en termes de sûreté, la responsabilité, bon ça je crois que vous l'avez tous un peu entendu à force parce que bon, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, hein, donc, qui est basée à Paris et qui a des antennes régionales, qui étaient dans les DRI avant, hein, qui étaient dans les antennes régionales, nous c'est à Caen. Qu'il y a donc une antenne régionale. Et donc l'autorité de sûreté nucléaire actuellement, il y a à peu près 300 personnes qui travaillent pour cette autorité, comme ça paraît énorme. Quand on regarde la réalité par rapport au nombre d'installations qu'on a en France, c'est pas tant que ça. Et quand on compare avec d'autres pays, des fois on est surpris parce que quand on dit que l'autorité française c'est la plus développée, quand on a été ensemble en Finlande avec André, Jacques et puis d'autres, on s'est aperçu qu'à l'Astuc par exemple, ils ont 615 personnes alors qu'ils ont que 2 centrales nucléaires et un centre de stockage. Donc, comme quoi les proportions, quelquefois, sont très, très surprenantes. On nous dit que la France est la mieux équipée en termes de sûreté, en termes de quantité et de moyens. On s'aperçoit qu'il y a des pays comme la Finlande, ils mettent le paquet autrement que nous, on peut le faire. Donc, on a l'autorité de sûreté nucléaire qui est dirigée par un directeur, un exécutif, etc., avec des personnels qui sont dans l'exécutif. Et puis, au-dessus, il y a 5 commissaires, ce sont eux qui prennent les décisions, ces 5 commissaires, et donc qui sont nommés par le Sénat, l'Assemblée et le Président de la République. Voilà. Et donc ces gens-là sont nommés pour 5 ans, et il y a 5 commissaires qui sont renouvelés après par tiers. Donc actuellement, c'est Durosuc qui est donc le président de l'ASN, et c'est lui qui est habilité finalement avec les 5 commissaires à prendre ce qu'on appelle les prescriptions, donc à prendre les vraies décisions. Les autres étant des gens qui sont dans l'exécutif. Et puis ils ont à leur disposition donc l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui elle aussi est basé à Paris. Et donc l'IRSN, lui, a son siège à Paris et a que 2 antennes régionales en fait, hein, une qui est dans le sud de la France à côté de Cadarache et l'autre qui est à Octeville, à Cherbourg. Hein, donc juste en face de chez moi. Ils sont venus s'installer à 50 mètres de chez moi, après moi. Avant, ça s'appelait Laboratoire Écologie Marine, c'était sur le site de la Hague, c'était à l'intérieur des clôtures. Et maintenant, donc, c'est l'IRSN à Octeville qui est là, donc ils sont une trentaine à Octeville. Et voilà, donc l'IRSN, c'est vraiment l'expert de l'ASN, qui est une agence indépendante, mais qui est au service de l'ASN pour les expertises. Mais l'IRSN peut être aussi au service des exploitants, qui peuvent leur demander des services, etc. D'ailleurs, même vous, si vous vouliez avoir un avis de l'IRSN sur un sujet, vous pouvez parfaitement présenter un truc à l'IRSN pour avis, parce que l'IRSN est une agence d'État au service de tous ceux qui la sollicitent. Après, ça pourrait vous coûter cher de faire des études, mais c'est une possibilité. Voilà. Alors ça, c'est pour la sûreté. Et puis de l'autre, on a la sécurité. Et la sécurité, c'est le HFDS, donc Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, au ministère de l'Environnement, sous Barbara Pompili, qui est donc quelqu'un qui est en charge, lui, de la sécurité, donc de la gestion de tout ce qui va être la protection des installations. Alors des HFDS, il y en a un à chaque ministère. Mais celui qui s'occupe du nucléaire, c'est celui qui est à l'énergie. Voilà.
Et donc ce HFDS, il est en responsabilité de donner les autorisations qui vont être liées à la protection physique des installations, au transport. Par exemple, pour les transports de plutonium que vous voyez partir de La Hague tous les lundis ou mardis, c'est lui qui va être sollicité dans un délai de 15 jours avant par le transporteur, en l'occurrence donc Orano, et qui va lui donner son feu vert ou non à ce transport, etc., qui va habiliter les parcours, etc. Donc il va s'occuper, lui, de la protection. À son service, il a un certain nombre d'organes qui sont en particulier pour la gendarmerie ce qu'on appelle le COSEN. Hein, c'est un service de coordination des services de gendarmerie, puisqu'avant, les gendarmes qui étaient sur les sites ou autour des sites n'étaient pas du tout coordonnés. Alors, grâce ou à cause de Greenpeace, on a eu d'abord en 2007 cette création de ce qu'on a appelé donc les PSPG, c'est des pelotons de sécurité sur les centrales nucléaires. Ils sont 1 millier au niveau national, alors comme ça paraît énorme, sauf que si on regarde la réalité, vous prenez les 5-8, parce qu'ils font les 5-8, ils ne font même pas les 3-8, ils font les 5-8, vous prenez les gens en congé, vous prenez, finalement on s'aperçoit qu'il suffit de regarder les comptes rendus des gendarmes lors de nos dernières pénétrations sur des sites nucléaires, à chaque fois ils sont entre 2 et 4, ou même pas là du tout, s'il y a eu le Tour de France la veille au Mont Ventoux et qu'ils étaient rappelés pour aider au Mont Ventoux et qu'ils n'étaient pas là quand nous, on est venus le lendemain. Et ils avaient même pensé que c'est parce qu'on avait su qu'ils étaient au Mont Ventoux qu'on avait choisi le lendemain, bien évidemment non, mais c'est pour dire. Donc 1 millier, ça paraît énorme. En réalité, finalement, sur les sites, ils sont 2 à 4. Sachant qu'ils font aussi des tours de garde hallucinants. Quand on est rentré à Cattenom, on a regardé dans les procès-verbaux derrière, il était 7h le matin, les 2 gendarmes qui étaient là depuis 7h la veille. Donc autant vous dire que la vigilance dans ces cas-là, elle n'est plus au niveau forcément nécessaire. Bon, simplement donc vous dire, il y a ce COSEN, c'est un système qui a été mis en place de coordination de tout cela, basé à Paris, et qui regroupe 30 policiers, 30 gendarmes et une trentaine aussi d'ingénieurs du nucléaire, on va dire des spécialistes du nucléaire, et qui sont en charge, eux, de faire ce qui était un peu fait à droite, à gauche avant par des gendarmeries ou les préfectures. Par exemple, les habilitations, avant, c'était le préfet qui la faisait, à toutes les habilitations. Autant vous dire que les moyens du préfet sont extrêmement limités. Donc en gros, la centrale, elle envoyait la liste des gens qui allaient rentrer sur la centrale, en particulier quand il y a les arrêts de tranche, c'est plusieurs centaines de personnes, et il a envoyé une liste avec la liste. Et le préfet, il avait à son service à l'époque les renseignements généraux, maintenant le renseignement territorial, et les mecs, ils regardaient si en face, il y avait quelque chose. Bon. Alors déjà, ils pouvaient regarder que ce qui apparaissait. En particulier, déjà, tous les travailleurs intérimaires extérieurs n'étaient pas dessus, puisqu'il n'y a pas d'échange de fichiers avec les pays autres. Et on sait qu'il y a une quantité très importante de travailleurs belges qui viennent dans les entreprises de sous-traitantes, par exemple. Et on mettait tout positif, puisque de toute façon, il n'y avait pas les moyens de vérifier autrement. Donc ça, c'était les préfets qui demandaient... voilà. Maintenant, c'est le COSEN à Paris qui fait ces habilitations. C'est lui qui va regarder les choses. Par contre, ça ne s'est pas amélioré sur les échanges avec les pays étrangers, ce qui fait qu'aujourd'hui, le COSEN n'a toujours pas accès non plus à tous les travailleurs étrangers qui rentrent dans les centrales françaises. Donc les habilitations, finalement, sont extrêmement perfectibles de fait dans les possibilités d'accès. Donc voilà. Alors, après, il y a quelque chose, une particularité en France, c'est que l'ASN et le HFDS, c'est des services séparés. C'est-à-dire que l'ASN n'a aucun pouvoir en termes de sécurité. Alors pour nous, c'est un vrai problème parce que, par exemple, pour décider de l'épaisseur des murs, on le décide en fonction d'un risque d'accident, un risque accidentel. Alors je vais prendre un exemple concret. Mur des piscines d'entreposage des combustibles irradiés, les fameux bâtiments BK qui est à côté de chaque réacteur, le design, il est fait comment ? Alors on le fait évidemment en termes de résistance pour tenir le poids roulant, le poids du combustible qui va venir dedans, et puis on va regarder si ça résiste à l'ensemble des chocs, si ça tombait dans la piscine, etc. Mais on ne va pas aller regarder la sécurité. Alors le risque avion, il est pris en compte comment ? Il est pris en termes probabilistiques, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les chances probables de la chute d'un avion sur ces établissements-là. Et on s'aperçoit que c'est en dessous de 1 10 puissance moins 27, donc résultat, ce n'est pas la peine de les prendre en compte, puisqu'on est en termes probabilistiques. Alors qu'il faudrait, dans un cas comme ça, être dans le déterminisme, puisque tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont été assez fous pour aller claquer des avions sur World Trade Center, et qu'à partir de là, il faudrait bien envisager que la possibilité soit quelque chose qui soit obligatoirement pris en compte. Donc pour le moment, il faut être clair, jamais la chute d'avion n'a été prise en compte dans le design. Alors, il y a une nouveauté qui est apparue malgré tout dans le design de l'EPR,
c'est qu'ils ont appelé ça coque avion. Alors c'est un bien grand mot pour dire les choses, mais ils ont quand même étudié la résistance à un avion de chasse militaire et à un certain nombre de petits avions de tourisme. Mais clairement, l'EPR demain ne pourrait pas résister à un A380 plein de kérosène. C'est pour ça que le terme coque avion, elle est vraiment usurpée. Toutes les études ont montré que ça ne résisterait pas à un avion de très grande dimension. Alors, donc ce problème, il est extrêmement important entre sûreté et sécurité parce que finalement, l'ASN a dit « mais moi, j'y peux rien ». Quand on a fait les survols avec des drones et puis qu'on a montré toutes les fragilités, ou les piscines de lag avec les fumigènes qu'on a posés sur la piscine, la réponse de l'ASN, c'est « nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on ne peut rien faire. C'est le HFDS qui décide ». Et ça pose un problème parce qu'il y a un problème de cohérence entre les services. Et quand on regarde un peu à l'étranger, si je prends l'exemple de FANC, hein, l'autorité de sûreté belge, ils ont en responsabilité la totalité, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de la sûreté mais aussi de la sécurité. Ce qui fait que lorsqu'ils vont décider de design de choses, ils vont bien prendre en compte les deux risques. Le risque inhérent au risque sismique, à l'inondation, etc. Mais aussi, ils vont intégrer des scénarios potentiels d'actes de malveillance. Donc nous, on a exigé de la part du gouvernement depuis très longtemps qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait au moins une partie qui soit en tuilage entre les deux services, de manière à ce qu'il y ait une cohérence entre les deux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On avait failli y réussir grâce à la commission d'enquête à l'époque qui avait été mise en place, mais finalement, en France, on a toujours le problème de ces petits groupes de gens, chacun qui veut garder sa puissance et son contrôle, et finalement, ils ont fini par se mettre d'accord pour dire on garde chacun nos trucs. Voilà. Donc, ça fait que c'est toujours pas plus cohérent aujourd'hui. Alors, il y a la question après de l'indépendance, évidemment, qui revient à chaque fois. Et la question, est-ce que l'autorité est réellement indépendante? Alors, évidemment, sur le papier, elle l'est au sens du terme, puisqu'elle est une agence, elle ne doit rendre de compte à personne. Elle fait au maximum des auditions pour présenter ses bilans, etc. au gouvernement, mais théoriquement, elle est totalement indépendante. La réalité, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, puisque, évidemment, lorsqu'on prend l'exemple de la cuve de Flamanville, si la SN refuse la cuve, elle met par terre le programme industriel français vis-à-vis de l'EPR. Donc, évidemment, on se retrouve bien là dans des circonstances où la pression, même si ce n'est pas quelqu'un qui appelle le président de la SN pour lui dire « tu vas nous signer le papier », ils n'ont pas besoin. Ils vont simplement lui rappeler que si le lendemain il prend une décision en ne signant pas l'autorisation, alors il va avoir des conséquences sur l'emploi qui vont être phénoménales, des conséquences industrielles phénoménales, etc. Donc, toute la question, elle est là sur l'indépendance, c'est-à-dire que sur le papier, ils sont indépendants. En réalité, quelquefois, ils prennent des mesures relativement fortes. Je prendrai l'exemple de la digue de Tricastin, dans lequel ils ont pris la décision d'arrêter la centrale. Ça coûtait 1 million par jour à EDF, donc c'est pas rien, pour que la digue soit renforcée. Soit en passant, ça a redémarré depuis, et la digue, à nouveau, ils s'aperçoivent qu'il faudrait à nouveau la renforcer. Bon. Mais toujours est-il qu'il y a quelquefois des décisions comme ça qui apparaissent un peu, on va dire, importantes, un peu radicales. Mais à côté de ça, quand on voit la cuve de l'EPR, clairement, dès le début, moi, j'avais prédit que ça finirait par une discussion de marchand de tapis et que finalement, on changerait le couvercle et puis pas le fond parce que c'était trop compliqué de ressortir la cuve. Parce que l'exploitant, comme d'habitude, met tout le monde devant le fait accompli. On amène la cuve, on la transporte. Nous, à l'époque, on interroge la SN, ils disent nous, on ne peut pas empêcher l'exploitant que de transporter un bout de ferraille. C'est-à-dire que tout le temps que la cuve, c'est de la ferraille et qu'elle n'est pas encore dans une installation nucléaire, ils disent nous, on ne peut pas les empêcher. On dit oui, mais s'il y a problème, oui, ils prennent le risque industriel. Donc, on a toujours ce type de réponse qui vient. Mais le fait est qu'une fois qu'ils ont tout mis en place, c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour pouvoir faire quelque chose derrière. Ce qui fait que ça a fini de fait par cette réunion du groupe permanent d'experts. Alors, juste au passage, la SN a un certain nombre de groupes qui sont des groupes, ce qu'on appelle groupes permanents d'experts. Il y a un groupe réacteur, un groupe déchets, un groupe transport. Et ces groupes, c'est constitué en gros de 30 à 40 personnes qui sont des experts reconnus et qui vont se réunir pour donner un avis, pour éclairer la SN sur son avis. Et on a obtenu une chose assez nouvelle à cause de la cuve, c'est qu'on puisse, nous, assister en tant qu'observateurs à ces réunions. C'est-à-dire on n'a pas le droit de parler, pas le droit de poser de questions, on en a posé quand même, mais on a l'obligation de confidentialité, de jamais parler de ce qu'on a entendu, évidemment, dans ces trucs-là.
Alors vous pouvez compter sur nous pour évidemment raconter ce qui s'y passe, mais il y a un vrai sujet sur le fait de la transparence par rapport à ces réunions-là. Alors celle sur la cuve EPR, elle était fantastique, parce que dès le matin, en fait, le postulat, c'est comment on va faire pour démontrer qu'elle est bonne quand même. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par dire est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne, c'est comment je vais faire pour arriver à démontrer qu'elle est... voilà. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ces cuves qui ont des problèmes, alors soit dus à l'affluence, soit les excès de carbone comme il y avait dans le cas là. Alors un excès de carbone dans un acier, vous voyez ce que c'est que de la fonte, hein, ça casse la fonte. Hein. Un excès de carbone, c'est qu'on va se rapprocher vers d'avoir de la fonte. Et donc ça devient cassant. Alors il y a un truc qui est là, qui est ce qu'on appelle la température de transition, hein, c'est-à-dire qu'on fait une courbe qui montre à quelle température va lâcher cette cuve si jamais il y avait un choc froid ou un choc chaud. Alors ils avaient un problème, c'est qu'ils ont fait plein de tests avec des éprouvettes, et si tous les points étaient du même côté de la courbe, ben, c'était super, si c'était tous de l'autre, on dirait c'est mort, sauf qu'on s'en doutait un peu, ça fait une nuée de points, et il y en avait des deux côtés. Donc comment on fait ? Eh ben, on décale la courbe de transition et on dit on va exploiter le réacteur d'une autre manière, de manière à ce que ça puisse être acceptable, que ça fonctionne quand même. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et on a fini par dire on va valider la cuve. Bon, après, oui, mais le couvercle quand même, on ne peut pas le contrôler réellement. Et c'est vrai que la particularité de l'EPR, c'est qu'il n'y a pas de passage sous la cuve, hein, qu'il y a dans les autres réacteurs, que tout passe dans le couvercle. Et donc c'est très compliqué de contrôler les soudures à l'état du carbone du couvercle. Donc ils ont dit on va faire le couvercle. Donc le couvercle, il doit être changé avant fin 2024. Alors il a été refabriqué au Japon et actuellement il va être en finition à Chalon-sur-Saône pour pouvoir être amené à Flamanville. Alors la question est de savoir s'ils vont être obligés de changer le couvercle avant de le démarrer réellement ou pas. Mais EDF a étudié sérieusement la question d'essayer de faire corréler un peu tout ça quand même. Alors, donc sur l'indépendance, voilà, comme je vous disais, c'est très compliqué. Si vous regardez les lettres de suite ou les prescriptions de l'ASN, il y a un truc qui est très intéressant, c'est à la fin, il y a une petite phrase qui est toujours là, qui est « dans des conditions économiques acceptables ». C'est toujours ce qu'il y a à la fin. Alors on exige des choses, mais on dit « dans des conditions économiques acceptables ». Et quand on dit ça, je dis à l'ASN, mais il est où votre service à vous qui permet l'évaluation économique ? Avez-vous des gens chez vous ? Ils n'en ont pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'exploitant qui dit « ah, je peux ou je peux pas ». Et c'est comme ça qu'on retrouve à décaler tous les ans un certain nombre de choses, parce que on n'a pas su, on a fait encore. Je vois une lettre là, qui est parue aujourd'hui sur la reprise du silo 130, donc un silo de l'AEG. En 1998, il y avait une lettre de l'ASN qui exigeait la reprise immédiate du silo, qui déjà, il faut se rappeler, avait cramé en 1981. Hein, donc ça fait longtemps déjà qu'on aurait dû le reprendre. Mais en 1998, la lettre, elle était sans appel. Et puis en 2002, il y en a une nouvelle. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une nouvelle qui dit le silo 130, il y a encore des problèmes sur la manière de reprendre les déchets. Enfin bon, mais ils disent en plus que c'est très perfectible. Alors autant vous dire que quand c'est très perfectible, c'est moins de 5 sur 20. Hein. Voilà. Quand ils disent c'est satisfaisant, c'est 12. Globalement satisfaisant, c'est 8 ou 9. Et quand c'est perfectible, mais ça c'est le langage très policé de l'ASN. Donc voilà, sur l'histoire de l'indépendance, oui, théoriquement indépendant, mais derrière avec des pressions considérables qui sont avant tout liées au fait que l'exploitant, c'est lui qui décide si financièrement il peut ou il ne peut pas. Et puis c'est le fait que finalement, malgré tout, ils sont obligés de venir devant la nation expliquer leurs décisions. Et s'il faut qu'ils expliquent que le PR est un truc qui ne devrait surtout pas fonctionner, évidemment, c'est compliqué pour eux. Sur les relations que nous ou d'autres, on peut avoir avec les autorités. Objectivement, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation, on a une réunion à peu près tous les trimestres, hein, avec l'ASN, mais c'est en bilatéral. Hein. C'est-à-dire que nous, on est une dizaine, et puis eux, on a des directeurs en face de nous. Nous, on prépare des questions. Eux, en général, aussi, ils ont des choses à nous dire. Et on a des relations avec eux comme ça. Après, pourquoi nous on fait ça ? C'est parce qu'on a toujours pensé que notre stratégie, c'est d'être dedans et dehors. C'est-à-dire dire, on va dans les institutions, on accepte la discussion, mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité de mettre la pression dehors. C'est-à-dire que le jour où on n'est plus capable d'être sur le toit d'une centrale nucléaire ou de bloquer un transport, il ne faut surtout plus y aller.
parce qu'à ce moment-là, on va se faire digérer, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne sera plus que la caution qui sera là pour signer un truc et on dira, oh, regardez, les antinucléaires, ils sont d'accord, donc tout va bien. Donc il est clair que c'est acceptable dans les institutions, nous on est pour y aller, hein, comme on est ensemble dans les CLI aussi, mais à une condition, c'est qu'on soit capable de faire un rapport de force derrière, par des actions, des rapports, etc., et d'être capable de créer ce rapport de force. Hein, parce que sinon on serait digéré. Donc avec l'IRSN c'est pareil, il y a un groupe qui s'est mis en place, un groupe d'études dans lequel il y a des experts de la société civile, comme c'est dit. Bon, il y a Bernard Lapronche, il y a Yves Marignac, moi j'y suis, on a un certain nombre de gens à être dans ce groupe, et ça permet de discuter de manière relativement ouverte des sujets qui sont en cours, de comprendre un peu d'où on en est. D'ailleurs, Yves Baron, hein, qui est membre de la CLIDAG, qui est évidemment pro-nucléaire, historique, il est aussi membre de ce groupe. Donc c'est un truc assez pluraliste, mais qui fonctionne voilà, plutôt bien. Après, le problème, c'est aussi pourquoi on pense qu'il faut continuer de discuter avec l'ASN. Et pour nous, quand on analyse la situation en France, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 3 strates importantes. Il y a les citoyens, et qui, globalement, après Fukushima, après Tchernobyl, n'ont pas beaucoup bougé. Il y a un peu plus de gens qui étaient plutôt pour, qui sont dans le doute, d'autres qui étaient plutôt dans le doute, qui sont passés contre, mais ça n'a quasiment pas bougé. On a une espèce de stagnation de l'opinion qui est là avant, parce qu'il y a deux éléments essentiels tout de suite. C'est sans ça, on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas faire autrement que cela. Les solutions que vous préconisez, elles ne sont pas crédibles. Donc ça, c'est un des arguments qu'on entend beaucoup. Et puis maintenant, l'argument qui a été utilisé à bloc par l'industrie nucléaire, c'est le changement climatique. Donc en allant jusqu'à mentir sur le carbone, etc. Mais de fait, en utilisant l'argument de faiblement carboné aujourd'hui, qui est un vrai sujet pour nous, très compliqué, parce qu'il y a plein de copains qui adhèrent sur les questions climatiques et qui aujourd'hui finissent par penser à écouter un certain nombre de sirènes et imaginer que le nucléaire pourrait être une partie de la solution à la question climatique, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, les citoyens, eux, ils ont assez peu bougé. Au-dessus, tout en haut, là, tous les politiques, c'est même pas la peine d'en parler. Je veux dire, ils racontent que des conneries, ils n'y connaissent rien. Mais je veux dire, c'est une réalité, c'est triste à mourir, mais c'est une réalité. Je veux dire, vous vous rappelez les débats télévisés, Sarko, Ségo, qui ne savait plus combien on avait de sous-marins, etc. On a un niveau de connaissance qui est une catastrophe au niveau national. Une catastrophe. Et alors donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent chacun leur poncif suivant leur position politique. Et on entend toujours les mêmes conneries. Si vous avez entendu ce matin la télé sur l'éolien et sur le nucléaire qu'il fallait absolument garder, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'ils racontaient mais n'importe quoi. Le prix de l'électricité, la quantité d'électricité nécessaire va multiplier par 18. Il n'y a pas un seul scénario qui montre une augmentation. On voit des changements d'usage avec la voiture électrique, par exemple, mais à côté, il y a des diminutions de consommation très importantes qui font qu'en réalité, l'ADEME, RTE, donc le réseau, hein, ou que ce soit toutes les études, montrent qu'on stagne en consommation dans les 20 ans qui viennent, ou on augmente, mais faiblement, très faiblement. Et en toutes les causes, on peut donc compenser. Or, aujourd'hui, on entend voilà, à la télé un politique dire mais on va avoir besoin de 18 fois plus d'électricité. Alors, je ne sais même pas où ils ont pu trouver un chiffre pareil, parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Et donc, on entend toutes ces conneries au niveau national. Donc, le problème, c'est comment on peut faire bouger les choses. Là où moi, j'ai trouvé qu'il s'est passé le plus de choses, toutes ces dernières années, c'est justement dans les commissions locales d'information, où il y a des gens qui commençaient à raisonner, la position de l'ANCLI, l'Association nationale des commissions locales d'information, avec Delalonde, etc., et qui prennent alors que Delalonde, c'est un mec de Dunkerque, hein, qui est donc très lié à Gravelines et qui était très pro-nucléaire, il est aujourd'hui dans une situation d'interrogation de plus en plus forte, de plus en plus intéressante. Dans l'IRSN, il faut voir le nombre de trucs que les mecs qui nous glissent sous le manteau, comme ça, de plus en plus, et avec des gens qui nous donnent de plus en plus d'arguments aussi antinucléaires. Dans l'ASN, il y a des gens qui, je vous parlais des questions que quelquefois ils nous soulèvent, une des dernières réunions, il y a un gars qui dit « Mais vous avez travaillé sur la génération 4 ?» On dit un peu, mais pourquoi vous vous demandez? Et le mec il dit « Nous on ne peut pas s'autosaisir, on n'a pas le droit. Mais si vous faisiez un rapport pour dire que la génération 4 ça pose problème, nous on serait obligé de dire qu'on est d'accord. » Donc ça serait plutôt intéressant si vous pouviez faire un truc, voilà. C'est pour vous dire le type de rapport qu'il y a, c'est-à-dire que quelquefois,
On peut un peu les idiots utiles de l'ASN comme l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des moments où clairement leur pouvoir peut être quelque chose qui est important. Et donc pour en venir à cette strate intermédiaire, clairement, quels sont les acteurs qui peuvent faire bouger les choses aujourd'hui? Eh bien, il n'y en a pas des milliers. Quel est le seul acteur qui peut arrêter un réacteur demain? D'un point de vue de la sûreté, c'est l'ASN. Et d'un point de vue politique, personne n'a envie de les arrêter. Donc à partir de là, vous avez bien compris que d'une manière stratégique, quand on réfléchit, on peut aller que là où il y a des décisions qui peuvent se prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les décisions qui peuvent se prendre, c'est à travers les groupes sur la transparence, qui sont les CLI, qui sont le Haut Comité sur le HCTISN, Haut Comité sur la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, dans lequel il se passe aussi des choses intéressantes. C'est là où vous avez vu ce rapport qu'on a réussi à faire, signé par tout le monde, dans lequel on démontrait qu'il y avait moins de 1% de la matière nucléaire qui était réutilisée après retraitement. C'est là où on a réussi à obtenir ces infos, les publier, etc. Donc, dans ces instances, il se passe des choses. Et puis, la seule structure dans laquelle on peut réellement penser bouger des choses, c'est à travers l'ASN et l'IRSN. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Yannick. Est-ce qu'il y a des questions dès à présent? C'était juste pour savoir quelle confiance a la population en cas d'accident par rapport à l'ASN ou l'IRSN et par rapport aux autres institutions et aux Greenpeace et tout ça. Pour ça, je vous invite à regarder un truc très intéressant, c'est un outil de l'IRSN, justement, qui est le baromètre sur la perception des risques, qui paraît tous les mois de juin, depuis des années. Alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit la progression. Et dans lequel, évidemment, il pose la question de est-ce que vous accepteriez de vivre à côté d'une installation nucléaire, à côté d'éoliennes, ou à côté, voilà, etc. Et il y a au milieu un tableau extrêmement intéressant, c'est un graphique en croix avec les compétences et la crédibilité. Et donc, on situe là-dessus tous les acteurs. Et on s'aperçoit que, on est, et c'est une bonne nouvelle pour nous, toujours dans le haut à droite. C'est-à-dire qu'on est dans le quart de ceux qui sont considérés comme crédibles et compétents. Et ça, la population là-dessus, et quand c'est l'IRSN qui le dit, c'est toujours intéressant, c'est pas un mouvement antinucléaire qui dit que les ONG sont crédibles, c'est de fait, l'IRSN le dit, et c'est depuis des années, et ça continue de rester très très haut dans le baromètre. Et de l'autre côté, tout en bas à gauche, c'est les politiques. Alors là, c'est une catastrophe. Enfin, ils sont tout à fait en bas. Les syndicats, enfin tout ce qui est l'institutionnel, dont on voit le défi permanent tous les jours aujourd'hui, on voit bien, sur tout un tas d'autres problèmes, qui sont complètement en bas. L'ASN a progressivement remonté, et en particulier avec la manière dont on a traité Fukushima. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient fait leurs conférences de presse tous les jours, etc., ils avaient une attitude vraiment très, très différente de ce qu'ils avaient dans le passé. L'IRSN a aussi beaucoup progressé, puisqu'on est loin, on se rappelle du SCPRI, du pèlerin qui dit qu'il n'y a pas de nuage à pas passer la frontière. L'IRSN a remonté aussi un peu en crédibilité. Donc eux, ils sont, on va dire, près du milieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin. Ceux qui sont assez hauts, c'est les médecins de l'Académie des sciences. Voilà. Mais c'est accessible en ligne, sur le site de l'IRSN, où vous tapez baromètre l'IRSN, vous verrez. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi toutes les perceptions des autres risques, sur la maladie, sur... etc., le climat, etc. Et c'est vraiment bien foutu. Et c'est vrai que pour le moment, les ONG, on reste très haut dans la crédibilité et la compétence, ce qui est évidemment gratifiant pour les ONG en général. J'ai une question. Si l'ASN venait à faire une erreur d'appréciation qui serait ensuite vue comme une erreur, jugée comme une erreur d'appréciation, qui serait responsable? L'ASN elle-même, puisqu'elle est indépendante. Donc, oui, je ne vois pas trop. Après, évidemment, des recours juridiques seraient toujours possibles, des poursuites par des victimes. C'est-à-dire que si jamais il y avait un accident, qu'il y avait des victimes, les victimes pourraient se retourner vers l'autorité.
Après, il y a beaucoup de procès en cours contre l'ASN. Nous, on en mène, hein, même si je vous dis qu'on se parle et qu'on a un espèce de respect mutuel sur le travail. Il n'empêche qu'on les a mis au tribunal sur pas mal de décisions, considérant que les décisions n'étaient pas étayées, pas suffisamment étayées, ou il y a sur la cuve, il y a, je ne sais plus. Enfin, il y a toute une série de procès actuels. Notre service juridique travaille ardemment à suivre ce que fait l'ASN et on les a donc attaqués déjà régulièrement au tribunal. Pour le moment, on a obtenu des condamnations, ou le réseau santé nucléaire a obtenu des condamnations sur les exploitants, EDF ou Orano. Pour le moment, jamais l'ASN n'a été condamnée. Donc leur indépendance les force à limiter les erreurs potentielles qu'ils pourraient faire. Pierre-Franck Chevet, qui était donc le prédécesseur de Rezuc, moi j'étais là le soir où il est parti en retraite, parce qu'il était à une réunion de l'Ancli, et il fumait beaucoup, il fumait sa clope dehors, j'ai été le voir pour discuter, je lui ai dit alors, pas de regret de partir, etc. Il m'a dit vraiment pas de regret, parce que je n'aurais jamais voulu être celui qui se réveillera un matin avec une centrale qui a pété. Et c'est vrai que ces mecs-là, ils sont quand même traumatisés depuis Fukushima. Je veux dire, ça a été le premier d'ailleurs à le dire. L'accident de type Fukushima est possible en France. Donc, voilà. Après, le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont des mêmes écoles de X-Min que tous les autres. Et c'est comme ça qu'on voit, je prends souvent cet exemple-là, Bruno Benchasson, qui était il y a quelques années patron de l'ASN à Caen, qu'on a retrouvé quelques années après patron de la centrale nucléaire de Blayais, qu'on a retrouvé après conseiller à Chirac, à l'Élysée, et qui est devenu patron de la branche énergie renouvelable d'EDF aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous dire des fois les parcours. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est très perméable, ce qui fait qu'on trouve un jour des gens qui sont contrôleurs et le lendemain contrôlés ou vice-versa. Et donc, évidemment, cette perméabilité-là, ça pose des problèmes de consanguinité et réellement d'indépendance sur leur attitude, évidemment. Alors, moi, j'ai une question, mais c'est par rapport, parce que j'ai croisé deux personnes qui ont été très influencées par le discours d'un ingénieur qui fait des... Jean Covici. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. Et je me dis, mais c'est grave, parce que c'est des personnes qui étaient plutôt très anti-nucléaires et qui ont retourné leur veste en disant « Ah ben je crois bien qu'il a raison ». Et quand j'ai écouté le discours de Jean Covici, il parle de tous les défauts de toutes les autres énergies et le nucléaire, il dit à peu près rien. Parce qu'il ne connaît rien, c'est pour ça qu'il ne peut pas en parler. Non, le problème, c'est que Jean Covici, sur l'économie d'énergie, sur la sobriété, l'efficacité, il a un discours qui est extrêmement bon, et qui est vrai, qui est très bien foutu. Donc à partir de là, il prend de la crédibilité grâce à ça. Parce que ça, il connaît. Et le problème, c'est qu'à côté, il ne connaît pas du tout la production énergétique. Mais quel que soit le moyen. C'est-à-dire qu'il dit autant de conneries sur l'éolien, etc., ou le solaire, que sur le reste. Il ne connaît strictement rien à la production d'énergie. Mais comme il est devenu une espèce d'expert lié à son discours sur l'efficacité, qui lui est cohérent et vachement bien foutu, il a gagné. Et il se permet de raconter tout un tas de choses sur des sujets qu'il ne connaît pas. Mais comme il est devenu une espèce d'apôtre du nucléaire, évidemment il est mis en valeur par la SFEN, par donc la Société Française pour l'Énergie Nucléaire, etc., qui fait la promotion de ce gars-là. Et puis comme il passe bien dans les médias, etc., voilà, c'est très compliqué. Alors évidemment, je vous invite à relire ce qu'a fait Hervé Kempf dans Reporter, ce qu'il a fait sur lui, parce que en fait, d'abord, il n'est pas du tout indépendant, il est extrêmement mouillé avec le lobby nucléaire, etc., mais par contre, où c'est vrai qu'on a un problème, c'est pas que Jean Covici, c'est le problème dans le mouvement climat d'aujourd'hui de beaucoup de jeunes qui n'ont évidemment pas connu, on va dire, la lutte antinucléaire classique, entre guillemets, comme on l'a connue, qui aujourd'hui s'interrogent sur l'urgence climatique à juste titre et qui cherchent derrière des solutions. Et quand on a un discours qui est de leur faire croire que le nucléaire peut faire partie de la solution, bien évidemment, la tentation est grande. Et puis, évidemment, comme le nucléaire, l'industrie nucléaire avait un discours, le nucléaire, c'est pas cher. C'était vrai, ça ne l'est plus du tout et tout le monde sait que c'est mort. Comme on disait, c'est pas dangereux. C'est Tchernobyl, c'est oh oui, mais c'est un accident russe, c'est pas. Bah oui, mais il y a eu Fukushima, c'est des gens qui ont une culture de la sûreté. Alors on a laissé aussi tomber ça. Alors donc maintenant, ils ont un argument. C'est le changement climatique qui les sert évidemment énormément dans leur discours. La réalité,
c'est qu'on est tellement intoxiqué par un discours mélangeant l'électricité et l'énergie en premier, parce que ça c'est le premier malaise qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrête pas de mélanger ce qu'est l'électricité et l'énergie, et donc les gens ils comprennent pas quoi. Mais le nucléaire dans le monde c'est que 2,4% de l'énergie mondiale, c'est peanuts. Donc il faudrait agir de manière considérable sur le nucléaire demain pour pouvoir avoir un effet quelconque sur le changement climatique. Il faudrait construire des réacteurs en permanence, il faudrait au moins doubler la quantité de réacteurs dans le monde aujourd'hui pour agir à 5% sur les gaz à effet de serre. Pour 5%, il faudrait doubler le nombre de réacteurs. Bon, on a à peu près 440 réacteurs aujourd'hui en fonctionnement dans le monde. On sait qu'on est juste économiquement, industriellement incapable de faire ça. C'est juste impossible. Et puis en termes de temps, de délai, les délais nécessaires aux constructions de centrales, l'autorisation et construction sont tels, et on le voit, on est juste à côté, on voit bien qu'on répondra à la crise climatique beaucoup trop tard. Donc ça coûte beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop lent. C'est des arguments principaux, surtout à garder en tête, c'est trop cher, trop lent. Et voilà. Alors après, le problème, c'est qu'on est complètement intoxiqué. Je reprends l'autre exemple qu'on entend tout le temps. La France, la première industrie nucléaire du monde. Mais c'est juste totalement débile. On n'a fait que 4,5% du nombre d'installations nucléaires dans le monde. Aujourd'hui, les grands fabricants historiques, c'est Rosatom, c'est Westinghouse, etc. Mais c'est pas la France. Donc on a cette espèce d'image comme ça. Pourquoi? Parce qu'à proportion de la taille de notre pays, évidemment, comme on a eu 58 réacteurs, 56 maintenant, et qu'on a une espèce d'image de lien entre l'image même de la France et du nucléaire, qu'on ait une espèce d'identification à ça, qui fait que ça reste... C'est ce qui fait le discours de politique aujourd'hui. Plus un élément complémentaire, c'est que très souvent, les partis de gauche dans beaucoup de pays ont été opposés au nucléaire, alors qu'en France, on a eu un parti communiste extrêmement puissant. Il faut se rappeler que la création d'EDF, c'est un ministre communiste, hein, qui était productiviste et donc centraliste, et qui était pour le nucléaire, et qui ont créé, évidemment, à cause de ce positionnement, une brèche sur la gauche, qui fait qu'on a eu cette prise de position transpolitique qui nous a amené à la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui. C'était pour revenir au sujet initial de ton intervention, et j'aurais bien aimé te demander un peu des précisions sur la sûreté et la sécurité autour de l'usine de La Hague et autour des transports entre Valognes et La Hague. Qui c'est qui gère, comment ça fonctionne, parce que les risques évidents, sont très spécifiques à cet endroit-là. Et donc voilà, j'aurais bien aimé t'entendre un peu plus sur là-dessus. La première chose sur La Hague à se rappeler, c'est que c'est l'endroit qui concentre le plus de radioactivité dans le monde. Même en regardant en Chine ou en Russie ou partout où on voudra, dans un même endroit, en termes de quantité de radioactivité, c'est là où on a la plus grande concentration mondiale de radioactivité sur un même site. Ça n'existe pas ailleurs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment les piscines avec les combustibles irradiés, mais on a aussi gardé la quasi-totalité des déchets vitrifiés, hein, puisqu'il y en a qui sont retournés en Belgique, en Japon, en Suisse, etc., et en Allemagne, mais on en a tellement aujourd'hui, hein, il y a 4600 blocs à peu près de déchets vitrifiés, qui contiennent 99% de la radioactivité initiale. Donc quand on regarde la quantité de radioactivité qui est sur un même site, c'est celui qu'on concentre le plus. Donc quand on parle d'un terme source qui va pouvoir propager des radioéléments à l'extérieur, on ne peut pas imaginer une situation plus difficile. En termes de sûreté, clairement, l'usine a été designée dans les années 60, hein, et à ce moment-là, la question de la chute d'avion sur les piscines, personne n'y pensait. Donc les piscines, elles sont la moitié hors sol, hein, ce qui fait que si ça se vide, ça peut évidemment sortir. D'ailleurs, si vous regardez les plans qui sont proposés pour la nouvelle piscine qu'ils veulent faire, elle sera totalement enterrée. Il y a aussi des problèmes de risque de siphonnage sur les piscines actuelles qu'il n'y aura pas sur la prochaine parce qu'ils vont suspendre tous les systèmes de manière à éviter, etc. Et puis la protection aérienne, parce que là, on a des hangars agricoles là-haut. Donc, je veux dire, il faut être clair, hein, je veux dire, c'est du bardage sur des IPN, ça n'a rien de protection qui était pensé pour les chutes d'avion. Donc, en termes sûreté, et l'usine, elle a eu des progressions, par exemple, à cause de Fukushima, sur la capacité à remonter de l'eau du barrage des Moulinets pour pouvoir réalimenter les piscines. On a augmenté les moyens de secours qui sont sur le site, ça c'est clair, mais il n'empêche que les bâtiments, c'est ceux qu'on a construits dans les années 60 et 70, et la manière dont ça a été pensé, ce n'était pas du tout la manière dont aujourd'hui ça serait pensé. Les plans de la piscine qu'ils voudraient construire sur le site de La Hague disqualifient mais totalement tout ce qui est à côté. Mais tout ce qui est à côté.
Et moi, j'ai fait une réunion il n'y a pas très longtemps encore, il y avait EDF, c'était en visio, hein, il y avait EDF, il y a Orano, etc. J'avais écrit dans la marge, mais EDF, je ne vous comprends pas, exprès, on provoque pour voir. Et le mec d'EDF, il dit, mais c'est quoi la question? J'ai dit, c'est juste que je ne comprends pas du tout pourquoi vous vous emmerdez à dépenser 1,5 milliard dans une piscine, avec une protection aérienne et tout ça, alors qu'Orano à côté, ils ont un hangar. Vous n'avez qu'à faire pareil, quoi. Je veux dire, ou bien la SN considère que c'est bien, et à ce moment-là, puisque c'est bien, bah, vous faites pareil, ou alors, faut fermer celle d'à côté, mais on a un problème de cohérence, quoi. Alors ça a fait rire la moitié de la salle, pas EDF évidemment, mais c'est évident qu'il y a un problème énorme. C'est-à-dire que là, on nous propose le dossier d'option de sûreté de la piscine qui proposait à Belleville et qui propose donc ici, c'est hallucinant parce que c'est bunkerisé, c'est avec tout un tas de protections qu'il n'y a pas du tout à côté. Donc en termes de sûreté, c'est pas bon. Et en termes de sécurité, si vous vous promenez autour de la Hague tout de suite, vous verrez qu'ils sont encore en train de renforcer. Hein, ils mettent des détecteurs sur des nouvelles caméras, des détecteurs sur les clôtures, etc. Il y a des tests avec un drone de protection, c'est-à-dire que c'est pas un drone pour venir, mais un drone qui est à l'intérieur, qui ferait des rondes de lui-même pour etc. Donc en permanence, ils sont en train d'étudier des solutions supplémentaires, ce qui veut bien dire que depuis des dizaines d'années que ça fonctionne, on était loin d'être au point, quoi, hein. Alors après, pour les transports, clairement, c'est sûr qu'on l'a dit plein de fois, les transports de plutonium en particulier qui partent tous les lundis ou mardis, ça fait partie des points les plus problématiques, puisque donc chaque camion contient 150 kg de plutonium pur, hein, sous forme d'oxyde, du PuO2, c'est de la poudre, hein, qui sont dans des conteneurs. Donc il y a 150 kg par camion. Il faut se rappeler quand même, Nagasaki, c'est 8 kg. Hein. Donc c'est juste pour vous dire en termes de ce que c'est comme matière. Après, je ne dis pas que ça va exploser, ça ne peut pas exploser. Mais par contre, ça peut se disperser, hein. Et ces camions, quand on a bloqué le premier, c'était en 2004, la première fois qu'on a voulu mettre le paquet pour annoncer on avait tous les horaires, les plaques des camions et tout, on a montré que n'importe qui pouvait faire le même travail que nous. Alors à l'époque, on avait été convoqué au ministère par la DST qui avait dit c'est un scandale que vous ayez publié tout ça. On dit oui, mais si nous on le fait, c'est que n'importe qui peut faire la même chose. Et après, alors, il y a un certain nombre de renforcements. Il y a une vidéo qui est intéressante à regarder pour ceux qui ont envie aussi. C'est vous cherchez école de formation militaire sur les transports de plutonium. J'ai fait moi une formation avec justement le HFDS. On est tous les deux à la même table pour parler des transports de plutonium. Et le truc entre nous, c'est assez marrant. C'est un truc qui dure 1h30, mais c'était à l'école militaire. Et donc, je les ai encore recoincés sur plein de trucs. Bon, on a fait l'expérience des années après où on s'est aperçu que, par exemple, pour savoir si ça partait lundi matin, il suffisait d'aller à l'hôtel B&B qui était à l'entrée de Cherbourg pour voir que si l'escorte était arrivée la veille. Et puis, à un moment donné, comme moi, j'ai dénoncé qu'ils étaient à cet hôtel-là, ils ont dit, ils en ont pris un deuxième avec le Kyriade et Cambréville, puis ils alternaient, quoi. Un coup, c'était au B&B, l'autre fois, c'était le Kyriade. Mais il suffisait d'aller l'un ou l'autre pour savoir que c'était le lendemain. Et puis, on voyait que sur le forum des gendarmes eux-mêmes, entre eux, ils échangeaient. Ah tu vas à Bretteville-sur-Odon, c'est intéressant. Oui, mais il faut aimer les kilomètres, hein, parce qu'on se tape tous les transports de plutonium. Et en plus, ils utilisaient le terme de code secret confidentiel, hein, les tangos, qui sont le terme pour les transports de plutonium. Mais les mecs, ils parlaient. Alors, il y avait le modérateur qui leur disait « N'oubliez pas, vous êtes sur un site public, il ne faudrait pas trop en dire, machin, etc. » Alors, quand j'avais été arrêté et emmené à la DGSI, ils m'avaient demandé aussi tout ça. Mais comment vous savez tout ça? Je dis, les gendarmes eux-mêmes. Les mecs, ils étaient complètement sidérés parce que, en fait, je leur ai montré que tout ce qu'on avait, c'était dans le domaine public. Et que donc, le système du secret ne fonctionne absolument pas. Si le secret était utile à la protection, alors oui, il ne faudrait pas le briser. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Il continue d'avoir dans les faiblesses, hein, mais il y en a plein, mais il y en a encore une que je recite à chaque fois. Mais ils vont que dans les stations Total sur l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'ils ont la carte d'abonnement. Alors comme ils ne peuvent pas payer eux-mêmes, les mecs, la carte, ils ont une carte Total. C'est comme tous les services d'administration d'ailleurs, hein, et tout le monde a un truc. Mais quand c'est le transport plutonium, c'est pareil. Alors, ils ont amélioré des trucs. Par exemple, ils ne s'arrêtent plus au péage pour payer. C'est quand même des gendarmes qui avant viennent dégager le truc pour qu'ils passent. Voilà, moi on avait fait des photos hallucinantes au ministère, on m'a dit mais c'est pas vrai, l'arrêt pipi, la photo. Mais on avait fait une photo, il y avait les gendarmes, le camion était arrêté, toutes les portières grandes ouvertes, et ils étaient tous à pisser dans le champ d'à côté. Donc j'avais publié la photo en mettant arrêt pipi, mais il est évident que, alors bon, maintenant les mecs quand même, ils restent dans les camions, il y a des choses comme ça, mais parce qu'il faut coller la pression en permanence, sinon voilà. Donc la sécurité, oui, mais évidemment qu'elle est faillible et que, voilà. De toute façon, le problème c'est la matière en elle-même.
C'est la matière en elle-même. On n'a pas encore vu quelqu'un prendre une éolienne pour taper sur la tête de quelqu'un à côté ou un panneau solaire pour des terroristes. Le problème, il est le choix à la base de la matière. C'est-à-dire que ce qui m'a fait devenir antinucléaire, moi, au début, avant même les problèmes environnementaux, c'était ça. Moi, j'avais 14-15 ans et il y avait des manifs à Flamanville, les premières, toutes premières. Et j'ai vu qu'il y avait des barbelés. Je me suis dit, il y a un problème. Il suffit de regarder qu'il y ait des barbelés, des flics pour installer le truc, tu dis... Attends, ça marche comment ce truc? Et tu aperçois que le vieux slogan société nucléaire, société policière, il n'a pas vécu d'une ride. Il n'a pas vieilli d'une ride plutôt. Pourquoi? Parce que c'est obligé d'avoir le secret, c'est obligé de fliquer pour contrôler les mecs qui rentrent dedans, c'est obligé de protéger les trucs. Donc on est forcément dans un type de société qui n'est pas compatible avec la démocratie. C'est juste que le système nucléaire lui-même n'est pas... Alors ça, Janco, il ne faut rien y répondre à cette question. Alors ça, je lui ai déjà posé plein de fois, mais il n'a aucune réponse sur ces questions. Parce que c'est un vrai choix de société. C'est quelle société tu veux demain, alors que tu as des types d'énergie pacifiques, et tu en as d'autres, qui par l'essence même de la matière, de ce qu'elles sont, vont générer un système qui va générer le centralisme, le productivisme et le système policier. Et ça, tu ne peux pas l'exclure. Alors après, tu rajoutes le risque, la sûreté et les problèmes, voilà, et là, tu as fait le tour de la question, quoi, je veux dire. Et donc, tous nos amis les plus jeunes qui militent dans les mouvements climat, il faut qu'ils le comprennent. Alors nous, on a essayé de lancer pas mal de choses avec Alternatiba, avec d'autres mouvements. À la base, à Paris, Alternatiba, beau t-shirt. À la base, à Paris, de Alternatiba, on a fait des formations. On a commencé à vraiment essayer d'expliquer, voilà, n'écoutez pas les sirènes du fait que le nucléaire, trop tard, trop cher. Si vous voulez demain sauver le climat, on va faire fausse route. Parce qu'en plus, on n'a pas d'argent, et si tout le monde avait 1 euro, il faut savoir où on va le mettre demain. Il ne faut surtout pas se gourer où on va le mettre, quoi. Donc Janco, à chaque fois, vous pouvez, surtout, parce que c'est catastrophe, ce mec. Et ce mec, il embobine tout le monde. Ah, oui. Mais c'est intéressant de l'écouter pour justement. Oui. Ah oui, absolument. Alors, Il y avait encore une question, là? Ah oui, voilà. justement, vous venez de parler d'Alternativa, ça tombe bien, je vais prendre la parole. Effectivement, Alternativa, on se positionne contre le nucléaire. Néanmoins, quand même, moi je suis inquiète, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a des jeunes, nous on est à Caen, donc c'est un petit groupe, mais on a des jeunes qui viennent nous voir, et malheureusement, qui suivent le discours de Jean Covici, et qui sont pro-nucléaires. Donc voilà, et moi ça m'inquiète parce que les jeunes gens qui sont convaincus et leur argument c'est de dire qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, ça c'était juste une remarque. Alors après là donc je marche depuis plusieurs jours, avec en question la grande marche, et on a rencontré finalement pas mal de personnes évidemment qui travaillent dans le nucléaire, qui ont travaillé. Et parfois, je veux dire et donc, voilà, on rencontre. Vous m'entendiez pas, non, c'est ça? Pour tous. On passe à la télé. Ah, d'accord. Mais je garde le micro. Oui, d'accord. bah oui. Et donc, voilà, donc on rencontre plusieurs personnes sur la marche, donc qui travaillent encore aujourd'hui ou qui ont travaillé dans le nucléaire. Et j'ai quand même le sentiment, donc je voulais avoir votre avis là-dessus, sur le plan humain, on va dire, ma question, c'est que j'ai quand même eu l'impression qu'aujourd'hui, ces gens nous le disent, moi je suis pro-nucléaire, mais néanmoins ils commencent vraiment à se questionner sur la partie sécurité. Donc j'ai l'impression qu'il y a une faille, vraiment, et même les gens qui ont travaillé de l'intérieur, en plus ils ont toujours des contacts là-bas sur place, et j'ai un peu l'impression que c'est un château de cartes qui est un peu en train de s'ébranler. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité, je ne sais pas ce que fait Greenpeace par rapport à ça, mais l'opportunité d'intervenir auprès de ces gens, ou de se servir de leur témoignage, parce que vraiment ils nous ont dit des choses, bon c'est en off évidemment, ils n'ont pas parlé dans le micro, mais on a quand même senti qu'ils commençaient à douter de la sécurité dans nos centrales nucléaires, parce que précarité, intérimaire,
Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ce discours avant. Voilà, donc je voulais voir Ouais. si vous partagez ce sentiment. Non, c'est vrai que c'est très compliqué parce que des gens off, on en a plein aussi. Mais après, le problème, c'est qu'au-delà de ça, quand on veut aller plus loin, il faut absolument démontrer ce qu'on dit. Et là, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que les gens, ils arrivent à nous parler aussi tranquillement dans un coin. Mais après, de là, aller utiliser ce qu'ils disent, c'est très, très compliqué. Parce que c'est souvent... voilà, des bruits, c'est souvent des choses comme ça qui sont dites à côté. Et c'est compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de délation. C'est le mec qui vient nous parler d'un truc parce que simplement il veut griller son chef, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est toujours très délicat, tous ces témoignages-là. Donc, après, on en a et on les prend au sérieux. Hein. Bon, on en utilise aussi de manière très sérieuse. Vous avez sûrement vu l'histoire qu'on avait tous les documents de sécurité du site de Flamanville, qui a été assez peu utilisé dans les médias. On va y revenir parce qu'on prépare un envoyé spécial là-dessus. Mais voilà, en fait, on a eu en main tous les documents de tous les plans de sécurité du site de Flamanville. Mais quand je dis tout, c'est y compris les images de chacune des caméras, l'angle dans lequel il voit quelqu'un ou il ne voit pas quelqu'un, les hauteurs des grillages, ça allait jusqu'au boulon. C'est des milliers de pages de toute la sécurité du site de Flamanville. Avec vraiment détaillé. Je peux vous dire, la clôture, c'est mètre par mètre, à chaque endroit, l'inclinaison, le machin, etc., les tests, les caméras, les sas de sécurité, c'est-à-dire les tourniquets ou les mecs qui passent avec tous les systèmes électroniques, etc., etc., etc. On a eu la totale du plan de sécurité. Puisque dedans, il y avait les comptes rendus, les rapports, avec justement le HFDS qui venait en visite. Et il fallait qu'ils le prouvent, qu'ils montrent tout ce qu'ils avaient mis en place. On a tout eu. Bon, derrière, on a alerté les autorités, on leur a donné des exemples. Au HFDS, on lui a donné des exemples. On sait qu'il y a des enquêtes énormes qui ont été mises en place, qu'il y a des gens en garde à vue, qui ont été en garde à vue, il y a des gens qui ont été, etc. Sauf qu'aucune transparence. Et quand on demande des comptes maintenant, on ne peut pas en avoir. En clair, il y a encore des lampistes qui vont payer. C'est-à-dire qu'ils vont trouver le mec qui, soi-disant, n'aura jamais dû en transmettre à un tel, ou l'autre qui aura dû transmettre à un tel, etc. Sauf que, quand on regarde pourquoi ça sort, bah c'est parce que c'est pas du tout étanche. Parce que le mec, rien que pour réussir à bosser, il a besoin d'avoir de l'info qui vient de l'autre boîte, Et l'autre, il dit, ah oui, mais ce document-là, bah, il est dans le coffre-fort informatique, mais coffre-fort. L'autre, il dit, ah bah oui, mais moi, j'y ai pas accès, comment tu veux que je fasse tel boulot? Et ça finit qu'il lui donne les codes. Et ça finit que, voilà, et le fait est que, comme je vous disais, c'est le système lui-même, qui est tel qu'il est, qui pose le problème. Et c'est inextricable, parce qu'avoir un système étanche complètement, surtout avec l'informatique, sur un site comme celui-là, c'est juste impossible. Une dernière question? Bah, les cadenas, on sait qu'il y a eu des gens en garde à vue, mais on n'a jamais su le fin mot, donc... Les drones, pareil. Moi, j'ai retenu tout à l'heure la phrase « dans des conditions économiques acceptables ». Et je pense que c'est une des clés du problème. Et on retrouve ça également dans les décisions d'urbanisme, dans les décisions de faire ou de ne pas faire des politiques, des actions pour le climat, et dans plein d'autres. Et on trouve avec ça le court terme. Moi, j'ai vu ça aussi sur la route en discutant avec les gens. Ils ont leur emploi, leur maison, leur vie. Et le fait que ça peut être dangereux, archi dangereux dans le futur, ça ne se sent pas dans le quotidien maintenant. Et par contre, est-ce que le fait que les installations nucléaires et tout ce qu'il faudrait faire pour que ça soit à peu près sûr et sécure coûte de plus en plus cher, est-ce que là, il y a un espoir que ça puisse s'arrêter pour limiter les dégâts déjà économiques? Moi, je crois que oui. Enfin, il y a une partie réelle, c'est le fait que aujourd'hui EDF
n'a pas de revenus. Donc ça, c'est un vrai problème pour elle. Et puis derrière, l'argent public qu'on a sorti beaucoup, ça a aussi des limites. Et si l'État aujourd'hui était très riche, évidemment, ça serait plus facile pour eux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce qu'on a connu, les grands plans de développement, type construire tous les réacteurs qu'on a construits ensemble, hein, entre la fin des années 70 et 85, c'est juste que ce serait impossible aujourd'hui. Donc il est clair qu'un renouvellement du parc, par exemple, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle dans les discours d'une paire, deux paires, enfin on parle de quelques réacteurs, mais bien évidemment, personne ne pense au renouvellement du parc aujourd'hui. Or, il y a une question fondamentale que personne n'a compris, c'est que tout ça, ça tient avec un équilibre général. Et en particulier parce que la France a créé son équilibre par rapport à son nombre de réacteurs. Exemple, l'uranium qui arrive, il faut le transformer. Ça se fait à Malvézy, dans l'usine Comurex, à côté de Narbonne. Sauf que cette usine, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle ait affaire comme client à un certain nombre de réacteurs. Et si on diminue le nombre de réacteurs, à un moment donné, cette usine devient pas rentable. Mais ça, c'est vrai pour toutes les usines derrière. C'est-à-dire que cet UF4 qui est envoyé de Narbonne pour faire l'UF6 à Pierrelatte, bah là aussi, ils auront l'enrichissement. Est-ce que l'usine Georges Besse 2, qui est toute neuve qu'on vient de construire, elle peut vivre si c'est uniquement pour un petit parc nucléaire? Eh ben, c'est sûr que non, parce qu'à ce moment-là, on va avoir une explosion du prix par réacteur. Et là, il y a une question de savoir, c'est à quel moment il y a la goutte d'eau qui fait que ça bascule. Et personne ne sait, en fait. Personne ne sait. Peut-être qu'on y est quasiment, c'est possible. C'est possible qu'à un moment donné, cet équilibre-là, parce qu'on a fermé Fessenheim, parce qu'il n'y a plus de clients en Allemagne, parce que les clients disparaissent les uns après les autres, cet équilibre économique, pour du coup, et industriel, s'effondre d'un seul coup. Comment on fait vivre des bureaux d'études, etc. Tout cela, cette ingénierie, c'est tout ça, toutes ces installations ne vivent que grâce à l'ensemble d'une filière. Et cette filière, elle est en équilibre permanent. Or, la situation telle qu'elle était envisagée, c'est que tout le monde allait faire du nucléaire comme en France. Rappelons-nous, hein, tous les programmes ont été pensés comme tels. Hein, l'histoire de faire les usines de retraitement, c'était pour ça. C'était parce que le calcul, c'est le prix de l'uranium va s'enflammer parce que tout le monde va faire du nucléaire, sauf que ça ne s'est jamais produit. Le prix de l'uranium, il fait que de se casser la gueule en permanence. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de demandes, finalement, que ce qui avait été calculé. Donc, cet équilibre industriel et économique, évidemment, il va avoir du poids à un moment ou à un autre sur les décisions. Ce qui se dit aussi, c'est que même tout de suite, au niveau du gouvernement, plus ça va, plus il y a des doutes sur comment continuer ce nucléaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un dogme, il faut continuer. Il faut y aller, il faut continuer. Sauf que quand on pose la question comment, le PR2, finalement, si c'est pour faire la même chose qu'avec l'autre, mais moins bien, c'est peut-être pas bon. Bon. Alors après, Astrid, la génération 4, on a laissé tomber. Bon. Alors maintenant, on commence à entendre les SMR, les Small Modular Reactors, donc les petits réacteurs. Sauf que ces réacteurs, pour être économiques, il faudra en faire des dizaines. Et là, évidemment, on se repose la question de la prolifération. On va mettre des réacteurs partout, qui va les garder, comment, etc. Et donc là-dessus, nous, on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas une seconde. Sauf que pour faire vivre le mythe de demain, il y a un avenir au nucléaire, on commence à parler des SMR. Mais on est vraiment... C'est marrant parce qu'il y a quelques années, on disait qu'on était des idéologues et qu'eux étaient des gens pragmatiques avec l'énergie et avec le nucléaire. Mais on a inversé la vapeur. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est dans le pragmatisme de regarder les choses. On regarde le fait de la saturation des déchets nucléaires, on regarde le démantèlement, ce que ça va coûter, on regarde ce que c'est que le vrai prix d'un kilowattheure aujourd'hui, et on est dans les faits. Et en face, on a des gens qui nous respectent, qui nous font part d'une idéologie, qui continuent de nous dire non, le nucléaire, c'est la grandeur de la France, il faut continuer, etc., etc. Alors on vous fait miroiter qu'on va faire des EPR, rappelons-nous, il y a quelques années, 12 en Afrique du Sud, 11 aux États-Unis, 6 à Jaipur en Inde, etc., etc. Et à peu près 8 ou 10 en Angleterre. En réalité, Hinkley Point, 2 réacteurs, et puis ceux qui ont été faits en Chine. Et puis, mais on est dans une situation qui n'est pas du tout celle qui était prévue. Aux États-Unis, tout est abandonné. Il n'y en aura pas un EPR aux États-Unis. Le seul qui avait été un peu avancé, c'est Clavercliff. Et on a utilisé la cuve de Clavercliff pour faire les tests des excès de carbone de Flamanville. Donc on a détruit ce qui était prévu. Donc c'est mort. L'Afrique du Sud, c'est totalement terminé. Donc il n'y a aucun projet d'EPR sérieux aujourd'hui dans le monde. Il n'y en a pas un. Et les Chinois sont déjà en train de se mordre les doigts d'avoir fait ça. Bon. Alors les Finlandais, ils viennent de charger le leur, hein, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler, quand avec André, on était en Finlande, il nous disait que ça allait démarrer en gros la semaine d'après ou dans les 15 jours. C'était il y a 1 an et demi. Hein. Bon, puis il y a eu Taishan, le combustible il est mis dans le réacteur, mais là, ils disent, attendez,
Nous, on ne va pas le démarrer tout de suite si on ne sait pas ce qui se passe à Taishan d'abord. Hein. Parce qu'une fois qu'on va avoir irradié le réacteur, que ça va devenir un déchet nucléaire énorme et que notre combustible, on ne va plus pouvoir le sortir parce que lui aussi, il va être irradiant. Voilà. Donc, bilan, tout ça, c'est... Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vit à un virage aujourd'hui. La question, c'est de savoir à quel moment tout ça, ça va se casser la gueule. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont la tête sous l'eau, mais qu'il va falloir leur tenir encore un moment, quoi. Parce que en plus, il n'y a rien de plus agressif qu'une bête blessée, qu'ils n'ont pas de pognon, qui sont mal. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras, quoi. Hein. Et c'est pas le moment que nos petits copains du climat, avec qui on est totalement solidaires et qu'on soutient, ils rentrent dans la faiblesse, quoi. Parce que c'est un vrai risque.